Bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument universel, un thème qui fascine à peu près tout le monde en fait. Ouais, la résilience. Exactement, la résilience mentale sous une pression extrême, et particulièrement la gestion des attentes dans le sport de haut niveau. C'est un vaste programme. Oh que oui. Et pour explorer ça en détail, on s'appuie sur une source vraiment riche et captivante. Il s'agit d'une compilation d'articles sportifs issus de la plateforme sénégalaise WeSport, tous datés d'une seule et même journée, le 5 mars 2026. Une date très chargée en actualité sportive, on va le voir. D'accord, décortiquons un peu tout ça. Notre attention va se focaliser dans un premier temps sur un moment véritablement charnière de la Coupe de France de football. Un moment suspendu dans le temps avec le gardien de but sénégalais Yehvan Diouf. Un très bel exemple de bascule psychologique. Complètement. Mais au-delà de cet événement précis, ce qui rend cette lecture si pertinente, c'est que ces sources nous offrent une fenêtre incroyable sur l'actualité foisonnante des sportifs sénégalais à travers le monde. C'est vrai qu'on a un vrai panorama là. Et pour ceux qui nous écoutent, la promesse de cette analyse est simple. Il est extrêmement rare d'avoir un aperçu aussi brut, aussi honnêtement formulé de ce qui se passe dans la tête d'un professionnel de très haut niveau quand tout semble littéralement s'effondrer autour de lui. C'est rare parce que la communication sportive est souvent très lisse. Exactement. On va tenter de décoder ensemble ce point de bascule mentale, cette étincelle de survie. Car au fond, cette mécanique psychologique s'applique bien au-delà des lignées blanches d'un terrain. Ah bah ça s'applique partout dans nos vies professionnelles, personnelles, et c'est le cœur même de ce qui rend ces témoignages si précieux en fait. Il ne s'agit pas simplement de lire une feuille de match ou de commenter un résultat brut, mais de véritablement comprendre l'anatomie d'une crise psychologique en temps réel. C'est fascinant de voir ça de l'intérieur. Absolument. On observe la manière dont un individu parvient, alors qu'il est au bord du précipice, à reprendre le contrôle de son propre esprit. L'avantage immense d'avoir accès à des déclarations d'après-match aussi fraîches, c'est qu'on capte l'émotion à l'état pur. Sans les filtres habituels, quoi. Voilà, l'émotion n'a pas encore été réécrite par la grande machine des relations publiques des clubs. On est plongé dans la nature humaine confrontée à l'adversité directe, à la perspective d'un échec imminent. Et au poids écrasant des attentes. Exactement, qu'elle soit institutionnelle ou carrément nationale. Alors, posons le décor de cette fameuse soirée sous haute tension pour bien comprendre l'enjeu. Faut vraiment s'imaginer l'atmosphère électrique, presque étouffante d'un match de Coupe de France au stade de la compétition, où les erreurs, elles pardonnent plus. On est sur un match coup-péro. C'est ça. On a l'OGC Nice qui affronte le FC Lorient. Après le temps réglementaire, le score est figé, match nul 0-0. Le scénario typique du match très fermé. Oui, très tactique. Celui qui épuise nerveusement les joueurs pendant un 90 minutes et qui mène inévitablement à l'épreuve la plus cruelle de ce sport, la terrible séance de tir au but. Une épreuve psychologique par excellence. Et l'enjeu n'est absolument pas anecdotique. Il s'agit de décrocher une place pour les demi-finales, le fameux dernier carré de la compétition. Et tout au centre de cette arène, on trouve notre protagoniste principal, le gardien Yehvan Diouf. Et il est vraiment crucial de prendre un instant pour bien contextualiser la stature de ce joueur à ce moment précis. Yehvan Diouf, c'est pas simplement un très bon gardien qui fait son travail pour Nice. Il a un statut un peu spécial, c'est vrai. Très spécial même. Il arrive sur ce terrain avec un statut lourd de sens. Il est champion d'Afrique en titre avec l'équipe nationale du Sénégal, les célèbres Lions de la Teranga, suite à la récente Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas rien. Ah bah, remporter ce titre, c'est le couronnement ultime sur le continent. Ça s'accompagne d'une aura de gagnant, d'une légitimité incontestable, mais, et c'est là que ça pèse, ça s'accompagne aussi d'un fardeau immense en termes de pression. On s'attend à ce qu'il soit invincible, en gros. Voilà, on attend de lui qu'il soit infaillible. Or, ce qui est fascinant ici, c'est un détail très spécifique soulevé par notre source. Willsport prend le soin de souligner que Diouf a connu un retour délicat dans la hiérarchie des gardiens niçois depuis cette fameuse CAN. Ah oui, et c'est une situation tellement parlante et transposable au quotidien. On peut facilement faire le parallèle avec le monde de l'entreprise. Comment ça? C'est un peu comme revenir au bureau après avoir géré avec un succès retentissant la plus grosse filiale à l'étranger, après avoir été célébré en héros par toute la profession. Et là, en rentrant au siège central, on découvre qu'on a réorganisé les bureaux pendant l'absence. Ah, la douche froide. Exactement.
Quelqu'un d'autre a pris une partie des dossiers fétiches et il faut tout recommencer pour prouver sa valeur à des collègues qui semblent avoir oublié les exploits d'hier. La pression n'est plus seulement de bien faire le travail, c'est de justifier sans cesse le nouveau statut. C'est une pression très sournoise en fait. Oui, invisible, silencieuse, mais incroyablement lourde. Faut regagner sa place chaque jour à l'entraînement et surtout prouver qu'on est l'homme de la situation lors d'un match sous tension comme celui face à Lorient. C'est une excellente métaphore. La psychologie nous apprend que ce type de contraste dramatique, triompher à un niveau international pour ensuite être remis en question au quotidien, ça crée une dissonance cognitive très inconfortable. C'est-à-dire que le cerveau a du mal à traiter les deux informations en même temps. C'est ça. Normalement, un athlète devrait surfer sur la confiance du grand tournoi. Mais là, il peut ressentir une anxiété redoublée. Chaque erreur sur le terrain n'est plus vue comme une simple défaillance technique. Elle est vue comme un signe de faiblesse. Elle risque d'être interprétée comme la confirmation cruelle que son statut de champion est usurpé. C'est donc avec ce bagage mental complexe, ce mélange de fierté et d'incertitude, que Yevan Diouf aborde cette redoutable séance de tir au but. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce qu'on rentre au cœur même de la tempête psychologique. Dans son interview d'après-match rapportée par WeSport, Diouf lâche une citation d'une vulnérabilité poignante. Oui, une phrase très marquante. Il déclare, et je le cite, « C'était mal embarqué. Quand on avait 2 tirs au but de retard, je n'étais pas bien. » C'est d'une honnêteté désarmante. Surtout dans ce milieu. Totalement. Dans ce monde sportif très axé sur la virilité et la performance, les athlètes se cachent souvent derrière des phrases toutes faites pour masquer le doute. Lui, sous les projecteurs, il avoue tout simplement « je n'étais pas bien ». C'est rare. C'est fou quand on y pense. La plupart des gens paniquent à l'idée de faire une présentation devant 10 collègues. Lui, il a les espoirs de toute une ville sur les épaules. Son équipe vient de rater 2 tirs et il sent le sol se dérober sous ses pieds. Et le fait qu'il l'admette si librement permet de déconstruire le mythe du champion insensible. Avoir 2 tirs au but de retard dans une séance, c'est statistiquement être au bord de l'élimination. Les probabilités s'effondrent en quelques secondes. On imagine la pression. Face à ce déficit, le cerveau n'analyse plus froidement. Il anticipe la catastrophe. Le joueur traite le deuil imminent de la compétition, il imagine la déception massive des supporters, les critiques de la presse le lendemain. L'enfer psychologique. Le fait qu'il dise « je n'étais pas bien » montre bien qu'il n'était pas dans un état de détachement zen qu'on prête souvent aux grands sportifs. Il vivait la panique intérieure, le moment où l'instinct de survie doit prendre le relais. Mais, heureusement pour Nice, l'histoire ne s'arrête pas à ce constat de panique. C'est le point de rupture, oui, mais c'est aussi le point de bascule. Contre toute attente, défiant les statistiques, l'équipe réussit à inverser la tendance. Un retournement spectaculaire. Et Diouf, ce même gardien qui admettait sa propre détresse, parvient à repousser 2 tentatives adverses décisives. Nice s'impose 6-5. En quelques minutes, on passe du gouffre de l'élimination à l'extase collective. Du statut de perdant à celui de héros absolu. Cela soulève une question fondamentale sur la mécanique de la concentration en milieu hostile. Comment parvient-on à isoler l'action immédiate, l'analyse de la course du tireur, le plongeon, du contexte terrifiant qui hurle que tout est perdu ? Oui, comment on fait taire cette petite voix ? En psychologie du sport, c'est ce qu'on appelle la compartimentation cognitive. Diouf a dû faire une abstraction totale du score défavorable pour se focaliser exclusivement sur le ballon. Il a enfermé sa peur dans une boîte, en fait. C'est ça. C'est la quintessence de la résilience. La capacité à accepter l'inconfort extrême de la situation sans laisser cet inconfort dicter le comportement moteur. Il valide son sentiment, il ne s'épuise pas à lutter contre lui, mais il agit avec précision malgré tout. Ce qui m'impressionne tout autant, c'est que cette lucidité, il la conserve après le coup de sifflet final. Malgré l'euphorie, Diouf prend le temps de défendre son adversaire. Il dit « Si Lorient s'appelait Monaco, on ne tirait pas les mêmes conclusions. » C'est vraiment une superbe équipe. Une très belle analyse de sa part. C'est une remise en perspective brillante sur la façon dont le public juge une performance. Il met le doigt sur un biais de perception très puissant qu'on observe constamment. Le biais lié au prestige du nom. Monaco représente un géant incontournable du football français dans l'inconscient collectif. Lorient, malgré ses mérites, est souvent relégué au second plan. Donc l'étiquette modifie la réalité du match pour les gens. Exactement. Ce que Diouf explique, c'est que si Nice avait souffert de la même manière contre Monaco, la presse aurait salué un exploit tactique et une résistance héroïque. Mais comme l'adversaire s'appelle Lorient, l'opinion publique est tentée d'y voir une contre-performance embarrassante. C'est fou, ces 2 poids 2 mesures. Il mentionne d'ailleurs que le match précédent contre Montpellier avait souffert du